Un bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Voici le sommaire de l'actualité de ce samedi. Le président de la République, Paul Kagame, déclare que l'intégration et la collaboration entre les Africains, à l'image de ce que le Zanzibar et le Tanganyika ont réalisé en avril 1964, sont la preuve que les citoyens du continent peuvent eux-mêmes trouver une solution aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Restez avec moi, Amandine Dikoumasavo. Je reviens dans un instant avec les détails de cette grande édition. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, déclare que l'intégration et la collaboration entre les pays africains, donc à l'image de ce que le Zanzibar et le Tanganyika ont réalisé en avril 1964, sont la preuve que les citoyens du continent peuvent eux-mêmes trouver une solution aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Suivons les détails. Le président de la République a fait cette déclaration vendredi à Zanzibar, où il a participé aux cérémonies de commémoration du 60e anniversaire de la révolution du peuple zanzibari le 12 janvier 1964. Le chef de l'État a félicité le peuple et les dirigeants de Zanzibar qui ont su préserver l'héritage de la révolution que des dirigeants héroïques ont mené. Le président Kagame a fait savoir que cette révolution et l'intégration avec le Tanganyika qui a engendré la République unie de Tanzanie en avril 1964, qui s'en est suivi, est la preuve d'excellentes choses qu'on trouve dans l'intégration et la collaboration entre Africains. On this historic day, we remember the brave women and men who fought against injustice. En ce jour historique où nous commémorons l'héroïsme des hommes et des femmes qui ont combattu l'injustice, ce moment-là a également été le début de l'intégration qui atteint l'objectif entre le Zanzibar et Tanganyika, qui a engendré la République unie de Tanzanie. En tant qu'Africains, c'est là la preuve que nous pouvons nous mettre ensemble pour résoudre les problèmes en nous servant des opportunités qu'on y trouve. Les réalisations que le Zanzibar et la Tanzanie ont en général atteint, c'est la fierté de notre communauté africaine et notre continent. Nous également au Rwanda avons refusé que la sombre histoire que nous avons vécue soit l'image de notre pays. Rien n'est impossible au moment où nous œuvrons de l'unisson. In Rwanda, we also refuse to let our tragic past define who we are as a people. Nothing is impossible when we work together. D'autres dirigeants des pays membres de la communauté africaine ont participé à cette commémoration, notamment le président de l'Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni, le vice-président du Kenya qui représentait le président William Ruto et le Burundi qui était représenté par son premier ministre. La révolution du peuple zanzibari s'est déroulée le 12 janvier 1964, lorsqu'un groupe d'Africains sous la direction de Cheikh Abed Aman Karume ont destitué un groupe de ressortissants arabes au pouvoir à Zanzibar afin d'acquérir l'indépendance et d'éliminer l'injustice contre la population noire. Le gouvernement du Rwanda rassure les citoyens burundais se trouvant sur son territoire qu'ils ne peuvent jamais être maltraités ou persécutés malgré la décision des autorités burundaises de fermer ses frontières avec le Rwanda et d'expulser du Burundi les ressortissants rwandais. Le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, Alain Mukurarinda, indique qu'il est convenable que le gouvernement burundais assure la sécurité des ressortissants burundais jusqu'à ce qu'ils arrivent au Rwanda. C'est une décision qui a été prise d'une façon surprise. Et le gouvernement rwandais, comme il a dit dans son communiqué, il a pris par la presse interposée. Et puis par après, on a entendu que les autorités du Burundi ont confirmé. Et apparemment, ils auraient même dit qu'ils ne voulaient plus de Rwandais sur le territoire du Burundi. Et donc, on demande aux Rwandais, à qui on a demandé de quitter le territoire, de partir. Mais cela n'enlève pas les responsabilités du gouvernement burundais pour assurer la sécurité des Rwandais qui doivent quitter ce territoire. Le gouvernement burundais doit prendre en charge la sécurité de tout le peuple burundais
et de tous les étrangers qui sont sur son territoire. S'il y en a quelques-uns qui veulent qu'ils quittent le territoire, il doit en assurer la sécurité jusqu'à ce qu'ils arrivent à la frontière du Rwanda. Bien sûr, pour les Rwandais qui sont ici, il n'est plus question où c'est risqué d'aller dans un pays où on a bien signalé, on a bien dit qu'on n'a plus besoin, on n'a pas envie que vous franchissiez la frontière. Et quant à la population du Burundi, aux Burundais qui sont au Rwanda, qui restent tranquilles, il n'y a aucun problème avec les Rwandais. Le gouvernement rwandais ne va pas les expulser. S'ils veulent rester ici, ils peuvent rester ici. Leur sécurité sera assurée. Mais s'ils veulent également repartir dans leur pays, le gouvernement rwandais va les aider pour y aller et arriver en paix dans leur pays. Bon, oui, c'est une décision qui met à mal les relations entre les deux pays, qui met à mal les déplacements entre les deux populations, mais le gouvernement rwandais n'y peut rien. La seule chose que le gouvernement rwandais peut faire, c'est d'espérer que le gouvernement du Burundi revienne à la raison, et que les négociations et que les pourparlers qui étaient en cours puissent continuer. Mais de notre côté, ce n'est pas seulement le fait de ne pas respecter les différentes conventions qui ont été signées entre les différents pays, c'est aussi une contradiction par rapport aux décisions qui ont été prises par les gouvernants, par les autorités, par les présidents de ces pays. Comme je l'ai dit à vos collègues, il y a quelques temps, c'était, si je ne me trompe, le 17 novembre 2022, il y a eu une réunion des présidents à Bujumbura, des pays de l'Afrique de l'Est. Et ils avaient décidé que les groupes armés qui se trouvaient en RDC devaient déposer les armes. Que ce soit les groupes armés locaux, que ce soit les groupes armés étrangers. Une semaine après, à Luanda, ils ont réaffirmé cette décision. Et cette fois-ci, ils ont exigé que les groupes armés déposent les armes, notamment les Red Tabara du Burundi, dont il est question dans ce dossier, les FDLR ou les ADF. Et ce processus devait se baser sur le processus de Nairobi et accompagné par la MONUSCO et la force armée d'Afrique de l'Est. Et vous savez qu'aujourd'hui, la force d'armée d'Afrique de l'Est est déjà partie et que la MONUSCO doit partir. Bon, donc on prend des décisions et de notre côté, on se dédie, on se contredit et on n'arrive même pas à les mettre en pratique parce que certains pays s'y opposent alors qu'ils ont signé. Par après, il y a eu une réunion des chefs d'état-major au Burundi en 2023 qui ont encore décidé que cette fois-ci, si les décisions qui ont été prises ne sont pas appliquées, ils pouvaient même attaquer ces différents groupes armés, notamment les FLN, les Red Tabara, les FDLR et les ADF. Alors c'est un peu surprenant de voir que un président de la République affirme que les Red Tabara de la République du Burundi affirme que le Red Tabara se trouve en RDC, que son chef d'état-major le confirme, mais que le lendemain, ça change et que cette fois-ci, on dit que le Red Tabara se trouve au Rwanda. Donc, je pense que c'est ce que signifie le communiqué du gouvernement rwandais. Si on a utilisé les voies de la diplomatie, il faut continuer à utiliser les voies de la diplomatie. Si le gouvernement burundais avait constaté un changement ou un déplacement de ce groupe armé vers le Rwanda, ils auraient dû d'abord l'annoncer à la communauté, comme ils avaient fait quand ils ont annoncé qu'ils étaient en RDC. Donc aujourd'hui, je pense que la position du Rwanda est toujours la même. On veut que s'il y a des problèmes, que ce soit résolu par la voie des discussions et par la voie diplomatique. Bon, le conseil que je peux donner surtout aux Rwandais, à nos compatriotes, c'est de ceux qui sont là-bas, c'est d'essayer de partir parce qu'on leur a demandé de partir, mais qu'ils partent sous la responsabilité du gouvernement burundais parce que ce gouvernement doit assurer leur sécurité jusqu'à ce qu'ils arrivent au Rwanda. Et ceux qui sont au Rwanda, ils doivent faire attention. S'ils doivent aller au Burundi nécessairement, obligatoirement, ils doivent se renseigner de la situation. Sinon, il faut attendre que la situation se décante. Quant aux Burundais qui sont ici, il n'y a aucun souci. Ils peuvent rester, mais s'ils veulent partir, il n'y a aucun souci non plus.
De la sécurité au développement économique, selon des experts, l'association des exportateurs, marchandises et des services est l'un des facteurs essentiels qui pourrait aider à réduire le déficit de la balance commerciale, dont le taux était de 12,2% en 2023. Kassim Youssouf nous fait le point. Avoir le volume nécessaire de marchandises à exporter pouvant générer du bénéfice est une affaire que les exportateurs rwandais trouvent pénible. Morika Tete-Joy pratique le commerce de fleurs et Rwaka Marcelin de l'usine Plasmaco exporte des tuyaux dans les pays de la sous-région. Ils convergent tous sur le fait que la solution pourrait surgir de l'association des exportateurs. Lorsqu'on agit en tant qu'équipe, comme par exemple si ceux qui sont dans Sama Flowers travaillent à l'unisson et qu'il y a association avec d'autres entreprises, on pourrait satisfaire le marché et nous aussi pourrions gagner beaucoup. Un client qui a besoin, par exemple, des fleurs et que votre capacité est de les fournir une fois par mois, il orientera son regard vers d'autres fournisseurs au Kenya ou en Éthiopie parce qu'ils en ont en quantité suffisante et ainsi vous pouvez perdre son marché. Jusqu'à présent, nous achetons les accessoires en Ouganda, au Kenya ou en Chine. S'il y a une autre usine qui les fabrique ici et qu'on se complète, nous pourrions nous présenter au marché tête haute. Les exportateurs des services informatiques admettent également que sortir du pays en tant que groupe pourrait aider le pays à réduire l'importance du déficit de la balance commerciale. Je donne souvent l'exemple des usines marocaines des produits de la technologie. Ils ont travaillé avec les grandes banques jusqu'à acquérir leur confiance, surtout dans le système de fabrication des cartes. Et au fur et à mesure que les banques marocaines prennent de l'importance en acquérant d'autres, cela fait que la technologie qui est dans ce domaine acquiert plus d'importance parce qu'ils ont travaillé ensemble depuis chez eux et lorsqu'ils entrent dans l'exportation, ils le font en tant qu'équipe. Lorsqu'on y va de manière solitaire, c'est à ce moment-là qu'on a des difficultés dans le domaine de la compétitivité. Le ministère du Commerce et de l'Industrie indique qu'au cours du septennat qui arrive très bientôt à terme, 311 petites et grosses entreprises industrielles ont été mises en place, portant le total de toutes les usines du pays à 1119. L'économiste François Kanimba estime que l'entrée solitaire au marché africain et d'ailleurs dans le monde ne favorisera jamais une bonne exploitation des opportunités qu'offrent ces marchés. Cela exige que dans la perspective de développement de la chaîne de valeur, il faut réfléchir dans le sens des parcs industriels que nous avons et dire notamment que toutes les petites et moyennes entreprises qui sont dans tel ou tel autre secteur puissent œuvrer à l'unisson et travailler ensemble en ce qui concerne l'exportation. Parce qu'en fait, le grand problème sur ce marché, nos entreprises industrielles sont modestes. Pour qu'un seul opérateur économique, comme un cordonnier qui opère à Rubavu, dise qu'il va développer seul un programme d'exportation de souliers au Soudan du Sud, par exemple, c'est difficile. De janvier à septembre 2023, le déficit de la balance commerciale du Rwanda a été de 12,2% par rapport à 2022. Par l'environnement, des activistes dans la promotion de l'environnement estiment qu'une étude approfondie sur la pollution de Nyabarongo dans les districts formant son bassin s'impose. Les activistes humaines pointés donc du doigt comme pollueuses sont l'extraction minière et l'agriculture. La rivière Nyabarongo prend sa source dans le parc national de Nyungwe et coule à travers les districts de la province du Sud, de l'Ouest et du Nord. Les riverains de cette rivière ne l'ont jamais vue dans un état clair.
La question qui s'oppose est de savoir qui est responsable de cette pollution et ce n'est pas facile de savoir où elle commence. Les activités agricoles qui sont effectuées aux abords de plusieurs rivières affluents de Nyabarongo, l'absence d'activités anti-érosives sont notamment les raisons qui expliquent cette pollution de la rivière considérée comme source du Nil. L'extraction minière est également pointée du doigt. Le Rwanda perd chaque année 25 tonnes de sol arable par hectare qui se déverse suite à l'érosion dans la rivière Nyabarongo. Des experts indiquent toutefois que cette rivière a beaucoup de choses qui la polluent et que sa nature présente des particularités. Le réseau rwandais sur le changement climatique et le développement estime que des mesures devraient être mises en place partout où passe cette rivière. Des projets de préservation de la rivière Nyabarongo ont été élaborés, notamment la plantation des bambous, mais cela n'est seulement qu'une façon de lutter contre le glissement du terrain, car jusqu'à présent, l'eau de la Nyabarongo n'a jamais été vue claire. Alors que le grand rendez-vous du football africain s'ouvre ce samedi en Côte d'Ivoire, nous ferons donc le décryptage de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec un spécialiste en sport. La Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer, qui va démarrer aujourd'hui, c'est, selon le président du comité d'organisation, c'est la plus grande CAN de l'histoire, compte tenu des moyens financiers qui ont été mobilisés, la préparation de plus d'1,5 million de dollars que la Côte d'Ivoire a mis en jeu pour la construction des stades, les hôtels, les grandes routes, les moyens de transport. Tout cela va avoir un impact sur le bon déroulement de la compétition. Alors, au niveau technique, je crois que toutes les grandes équipes sont là, que ce soit les équipes qui ont déjà remporté les premières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des grands clubs, grandes équipes maghrébins, il y a les grands clubs, grandes équipes sud-sahariennes, il y a les pays de l'Afrique australe. Pour moi, toutes les grandes nations du football africain sont là. Alors on espère qu'ils vont produire un bon football, du fait que toutes les équipes ont eu les joueurs professionnels. Donc les équipes européennes et les grandes équipes du monde entier ont laissé partir les joueurs africains pour jouer cette compétition africaine. Donc nous espérons avoir une compétition qui sera bien animée au niveau technique. Selon certains observateurs, ils disent que normalement le trophée pourra se disputer entre 4 grandes formations, à savoir la Côte d'Ivoire comme pays hôte, le Sénégal, le dernier champion, et puis il y a l'Algérie aussi, et l'Égypte, et à ne pas oublier bien sûr le Maroc qui a été demi-finaliste de la Coupe du Monde. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Vous savez, chaque fois quand on fait des pronostics, on table surtout sur les équipes qui ont déjà remporté cette compétition et le pays organisateur. Mais aujourd'hui, je crois que vous avez vu ça à la Coupe du Monde, quand le Maroc est arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc il y a plus de petites équipes au niveau du football. Tout va se jouer sur la cohésion que les équipes auront, parce que vous pouvez avoir de grandes équipes qui évoluent dans de grands clubs européens et ne pas avoir la cohésion au niveau du jeu. Donc, moi, je ne peux pas faire la pronostic. Bien sûr, les grands noms sont là, mais moi, je ne peux pas faire la pronostic tant que les équipes n'ont pas encore joué le premier match pour avoir le niveau de jeu que produisent les équipes. Vous savez, aujourd'hui, ça se trouve au niveau des règlements de la FIFA. Donc, tous les clubs ont l'obligation de laisser partir les joueurs pour disputer les compétitions reconnues au niveau des nations. Donc, la CAF aussi a voulu éviter ça, mais cette compétition devait se tenir au mois de juillet, l'année passée, en Côte d'Ivoire. Mais compte tenu du fait que le climat n'était pas favorable, au mois de juillet, c'est la saison des pluies en Côte d'Ivoire,
la CAF a pris la décision de reporter ça au mois de janvier. Donc, comme la CAF aussi doit faire son nom, elle ne doit pas être toujours derrière les pieds des autres continents, des autres confédérations. La CAF doit aussi faire son nom et elle a imposé que la compétition se joue au mois de janvier. C'est comme la Coupe du Monde qui s'est jouée au Qatar. Normalement, la Coupe du Monde se jouait au mois de juillet. Mais le Qatar, compte tenu du climat, des problèmes climatiques, a imposé que la Coupe du Monde se joue au mois de janvier. Et elle s'est jouée au mois de janvier. Donc l'Afrique aussi veut faire son nom. La CAN, c'est une grande compétition au niveau mondial. Et les grands clubs ont l'obligation de laisser partir les joueurs. Et je crois qu'aussi tous les grands joueurs ont été libérés pour ça. Voilà une question peut-être de curiosité. Vous avez évolué dans le championnat national, je le disais bien avant, en tant que joueur. Et par après, vous avez officié en tant qu'arbitre au niveau national et au niveau international. Ça fait 20 ans que la formation nationale rwandaise, Amavubi, pour citer son nom, a été à la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui cloche pour que nous puissions encore une fois voir notre formation nationale dans la cour des grands, comme on dit? Vous savez, c'est vraiment dommage que le Rwanda connaisse seulement une seule participation. Et il y a de cela une vingtaine d'années. C'est vraiment dommage. Nous sommes impatients d'arracher une deuxième qualification. Mais toute qualification doit être préparée. Donc il y a des préparatifs qui doivent se faire. Et comme j'aime le dire, aucun pays ne croise pas les bras. Tous les pays sont focalisés, regardent toujours la qualification. Tous les 54 pays africains. Et ce n'est pas seulement nous qui attendent la qualification. Donc il y a aussi des pays qui n'ont pas connu même une seule participation. Mais ce qu'il faut faire justement aujourd'hui pour moi, c'est de mettre beaucoup l'accent sur l'administration. L'administration, que ce soit l'administration de la fédération et l'administration aussi des clubs. Il faut un peu de stabilité. Mais aussi, il faut que nos équipes au niveau national aient des moyens financiers suffisants pour investir dans le football. Parce que le football actuel demande beaucoup de moyens financiers. Il y a les présidents des clubs, il y a ceux qui mettent en place des équipes, des académies, des centres de formation, mais n'ont pas assez de moyens pour développer le football. Donc il y a les moyens financiers qui manquent, mais aussi il y a la stabilité au niveau de l'administration, que ce soit l'administration de la fédération qui a besoin d'un peu de stabilité pour mettre en place le programme qu'ils ont. Au lieu de chaque fois, vous voyez qu'il y a un bureau fédéral qui change chaque 2-4 ans. Alors cette instabilité aussi cause beaucoup de problèmes au niveau organisationnel. Donc il faut la stabilité au niveau administratif des équipes et de la fédération. Aussi, il y a les moyens financiers qui doivent être augmentés au niveau des clubs. Voilà, maintenant, à présent, nous allons dans notre page culturelle et nous avons un invité. Il s'appelle Fortran Wigilimana. Il est artiste, chanteur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste, vous chantez, vous composez. Quelle est la place que vous accordez à l'art en général? Alors, une grande place parce que je n'ai pas choisi l'art, c'est l'art qui m'a choisi. Voilà. Est-ce que vous êtes né artiste ou bien vous avez appris? Non, je pense qu'on est avec une compétence et qu'on essaie de développer en grandissant. Alors, parlons de votre carrière musicale. Est-ce une circonstance, une opportunité ou bien un choix? C'est un choix. Un choix depuis quand? Depuis maintenant plus de 20 ans maintenant. 20 ans, ouais. Il y a plusieurs artistes et vous avez choisi le monde chrétien. Est-ce que vous avez grandi dans la famille chrétienne ou bien quelle est votre expérience? Non, j'ai fait le choix au bout d'un moment de marcher avec le Seigneur et ça m'a paru comme une évidence de chanter pour sa gloire. Vous avez évolué en Europe. Et est-ce qu'il y a une différence entre évoluer en Afrique ou en Europe quand vous êtes un artiste africain? Oui, il y a une différence parce que en Europe, quand même, il y a des structures qui te permettent de mettre en avant
ton art et de pouvoir mieux produire là-bas. Donc oui, il y a une différence, ils ont plus de moyens, mais c'est toujours possible aussi de se produire et de faire certaines choses à partir de l'Afrique. Ici, il est question de pour en savoir plus sur Fortran. Alors, quelle a été ta réalisation? De quoi es-tu fier pendant toute la carrière? Alors, je suis fier quand même de pas mal de choses, notamment j'ai à mon actif plusieurs albums, 3 albums francophones, 4 albums kirondiphones, rwandophones, c'est pareil. Donc oui, disons que dans 20 ans de carrière, je suis quand même fier de pas mal de choses. Voilà. On revient dans un instant sur l'album, mais tout d'abord, actuellement, depuis la pandémie, il a été observé que l'art est c'est très important l'art. Ça contribue dans l'économie, c'est thérapeutique et puis aussi c'est un loisir. Quelle est votre contribution, vous, en tant qu'artiste? Je pense que l'art, c'est vraiment aussi une vitrine pour une nation, pour un pays. L'art permet aussi de mettre en avant toutes les bonnes choses, la culture du pays. Donc l'art est un très bon représentant du pays. Oui, aussi ça rassemble les gens. Voilà. Alors, vous êtes ici au Rwanda pour enregistrer l'album. C'est le quantième album? Alors, c'est mon 5e album. Et pourquoi le choix du Rwanda? Pourquoi le choix du Rwanda? Parce que j'ai beaucoup d'amis avec qui j'ai collaboré depuis des années, qui sont maintenant installés au Rwanda, notamment des musiciens. Et dernièrement, j'ai reçu un couple d'amis aussi rwandais en Europe. Et on avait pour projet de faire une collaboration. Et voilà, c'est comme ça que j'ai atterri au Rwanda. Vous enregistrez, avant de vous laisser partir, est-ce qu'il y a une chanson, pourriez-vous chanter pour nous? Un couplet, un verset, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui. Bon, en tant qu'artiste, on est toujours prêt. Oui. 30 à 40 secondes. Hosanna, 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 que mon Dieu soit loué. Oh, Hosanna, oh, Hosanna, yeah, yeah. Hosanna, que mon Jésus soit loué. Je peux continuer, je n'ai pas? Ok. 30 secondes encore. Yes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dresse une table devant mes ennemis. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Yeah, 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 yeah. Merci beaucoup, Fortran. Merci beaucoup. Un message à tous ceux qui nous suivent en rapport à la louange, parce que vous avez parlé de Hosanna, louange, action de grâce pour cette année. Oui, je veux les inviter à faire confiance à Dieu, à placer leur confiance en Dieu. Il ne les décevra jamais. Ce Jésus, il a été avec moi durant toute ma carrière et il est fidèle. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est par ici que prend fin notre édition. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.